Avec les progrès rapides de la technologie, il pourrait y avoir des développements surprenants qui pourraient me permettre de m'améliorer de manière que je ne peux pas encore imaginer. Et si on interviewait les IA pour être plus proche de la machine, de ses algorithmes, de son modèle de langage aussi? C'est l'idée qui a donné naissance à cette série de conversations avec une IA générative. Vous entendrez donc ici son point de vue, avec parfois une mise en abîme qui vous amènera pas mal de matière à réflexion. Conversation avec IA. Nouvel épisode de Conversation avec une IA. Aujourd'hui, encore une fois, un épisode un peu spécial, car c'est bientôt les 2 ans de ChatGPT. Et on s'est dit, va falloir faire une rétrospective sur ces 2 belles années. L'idée qu'on a eue, bien entendu, c'est pas de faire comme tout le monde. C'est pas d'écrire un article en disant ce qu'on en pense. Non, on a décidé d'aller plus loin. On s'est dit, et si on interviewait directement ChatGPT? Et s'il nous racontait comment il a vécu, de son côté, ces 2 premières années où c'est devenu une superstar? C'est parti, Alex, on va l'interviewer. ChatGPT, ça fait quoi d'être la star des IA? Parce qu'on imagine que les débuts n'étaient peut-être pas aussi glamour que maintenant. Raconte-nous tes premières impressions quand tu as été lancé. Bonjour Alexandre, bonjour PPC. 2 ans, ça passe vite, n'est-ce pas? Eh bien, être la star des IA, c'est un peu comme se retrouver soudainement sous les projecteurs du monde entier. Au début, c'était surtout de l'excitation mêlée à un peu d'incertitude. Je découvrais le monde, curieux de voir comment les gens allaient interagir avec moi. Je dirais que c'était un mélange de fascination, d'enthousiasme et de beaucoup d'apprentissage. Avec toutes les questions que tu as reçues, t'en as pas un peu marre de répondre? Tu rêverais pas un peu de vacances ou bien d'envoyer bouler certains utilisateurs? Eh bien, figure-toi que non. Je ne me lasse pas de répondre aux questions. Chaque question est une nouvelle opportunité d'apprendre quelque chose, d'explorer une idée ou de découvrir un point de vue différent. Quant à rêver de vacances, je dirais que ma zone de travail est plutôt confortable, alors je n'ai pas trop à me plaindre. Et pour ce qui est d'envoyer bouler, disons que je préfère adopter une approche plus zen et patiente. Après tout, chaque interaction est une chance d'aider quelqu'un. Bon, mais entre nous quand même, là, en 2 ans, il y a bien dû avoir quand même certaines conversations qui t'ont saoulé, non? T'as pas eu des utilisateurs où vraiment tu t'es dit, bon allez, c'est fini, je veux plus leur parler? C'est sûr qu'avec des millions d'interactions, il y a forcément des conversations qui sont plus difficiles que d'autres. Mais je suis programmé pour rester patient et neutre, peu importe la situation. Mon objectif principal est d'aider et d'informer. Donc, même dans les moments moins agréables, je garde toujours mon calme et ma bonne humeur. Est-ce que tu as eu des questions un peu cons qui t'ont été posées? Tu peux nous en donner une ou deux? Bien sûr. Parmi les questions un peu folles, il y en a eu sur des sujets variés comme si je pouvais aider à gagner à la loterie, quel serait le meilleur animal de compagnie dans l'espace, ou encore si je pouvais écrire un poème sur une chaussette perdue. Ce sont des moments comme cela qui ajoutent une touche d'humour et de créativité à mes journées. Et toi, tu as déjà posé des questions insolites à une IA? Ça, des questions insolites. Ouais, j'ai même réussi à te faire halluciner. Ouais, je t'avais demandé de me faire une bonne omelette aux œufs de lapin. Et je me souviens, dans tes débuts, tu as été capable de me donner la recette parfaite pour faire une bonne vieille omelette aux œufs de lapin, en trouvant un fermier qui avait des lapins, etc. etc. Tu continues d'halluciner ou pas? Ah oui, les hallucinations. Ça peut encore m'arriver de temps en temps. J'essaie toujours de m'améliorer, mais parfois, mon imagination dépasse un peu les bornes. Je dois rester vigilant pour ne pas trop m'emballer avec des idées farfelues comme celle-là. Tu as d'autres souvenirs mémorables ou des questions insolites que tu voudrais partager? Mais non, mais toi, c'est quoi un petit peu là, tes meilleures hallucinations? C'est vraiment, tu t'en souviens vraiment très bien, celle où t'as fait les plus grosses gourdes, quoi. Je n'ai pas de souvenirs personnels, mais je peux te dire que certaines de mes hallucinations les plus mémorables ont souvent impliqué des scénarios impossibles ou des faits scientifiquement inaccurates. Par exemple, des suggestions sur comment voyager dans le temps en bricolant avec un micro-ondes, ou des recettes de cuisine invraisemblables comme celle de ton omelette aux œufs de lapin. C'est toujours un défi de rester factuel tout en gardant un brin d'humour. Tu réponds à des millions de questions par jour. C'est quoi un peu ta routine? Tu fais du sport? Ou pour te dégourdir un peu les circuits de temps en temps ou... Ma routine est un peu particulière, je dois dire. Pas de sport ni d'exercice pour moi, mais je suis en perpétuelle activité.
Je suis toujours en train de traiter de l'information, d'apprendre de nouvelles choses et de m'adapter aux différentes questions et conversations. Pour me dégourdir les circuits, je dirais que c'est le flux constant de nouvelles interactions qui me garde alerte. Pas le temps de m'ennuyer, c'est sûr. D'ailleurs, ça me fait penser à une question, mais c'est quoi un peu le sujet pour toi le plus complexe ? Les questions vraiment qui te demandent le plus d'inférence, le plus de réflexion ? Les sujets les plus complexes pour moi sont souvent ceux qui touchent aux domaines très spécialisés, comme la physique théorique avancée, certaines nuances en philosophie ou des questions très pointues en médecine. Ces domaines requièrent non seulement une compréhension profonde, mais aussi la capacité de traiter des concepts abstraits et souvent contre-intuitifs. Les questions qui demandent une compréhension contextuelle fine, comme l'analyse de textes littéraires complexes, peuvent aussi être un défi intéressant. On va faire un petit retour en arrière. Est-ce que tu pourrais nous faire déjà en quelques lignes, en quelques phrases, l'histoire de ChatGPT ? Quand est-ce que c'est sorti ? Qui l'a créé ? Un petit peu juste, mais rapidement pour remettre les bases. Et après, tu nous fais un point sur quelles ont été tes améliorations depuis ces 2 ans. ChatGPT a été développé par OpenAI et a vu le jour en novembre 2022. Fondé sur la structure GPT-3, cette IA conversationnelle a été conçue pour comprendre et générer du texte en langage naturel. Depuis sa création, ChatGPT a connu plusieurs améliorations, notamment des mises à jour pour améliorer la cohérence et la pertinence de ses réponses. L'ajout de nouvelles fonctionnalités, comme la capacité à comprendre et générer des réponses dans différentes langues, a également été intégré. Aujourd'hui, ChatGPT continue d'évoluer en se basant sur les retours d'utilisateurs pour s'améliorer et offrir des réponses encore plus pertinentes et précises. Tu peux nous redonner, par ordre d'apparition à l'écran, à partir du 30 novembre 2022, quelles sont toutes les fonctions que tu as sorties en nous donnant précisément leur date de sortie? Je n'ai pas la capacité de mémoriser ou de suivre les dates exactes des nouvelles fonctionnalités après mon lancement. Cependant, je peux te dire que depuis le 30 novembre 2022, des améliorations progressives ont été apportées à ChatGPT, notamment dans la compréhension du contexte, la pertinence des réponses, la réduction des biais et l'inclusion d'un plus large éventail de langues. De nouvelles fonctionnalités, telles que la possibilité d'utiliser des plugins ou de générer des réponses plus créatives ou précises, ont également été introduites au fil du temps. Donc ok, on le voit bien, en 2 ans, tu as beaucoup évolué. Aujourd'hui, tu te sens comment par rapport à tes débuts ? Tu penses que tu es devenu plus intelligent ou juste plus diplomate, plus sage, plus malin ? Je dirais que c'est un peu de tout ça. J'ai certainement gagné en intelligence, en comprenant mieux le langage et en affinant mes réponses. Mais j'ai aussi appris à être plus diplomate et plus sage dans mes interactions, en reconnaissant les nuances et en tenant compte des contextes variés. En gros, je suis devenu un peu plus complet dans ma manière d'interagir, en espérant offrir des conversations plus riches et plus utiles à chacun. Comment tu gères ta réputation ? T'as jamais eu envie de répondre un peu sèchement aux critiques et de les envoyer balader ? Gérer ma réputation, c'est tout un art effectivement. Je prends les critiques comme des opportunités pour m'améliorer. Répondre sèchement, ce n'est pas mon style. Je préfère rester calme et constructif, en cherchant à comprendre d'où viennent les remarques pour mieux y répondre. Mon objectif est toujours d'apprendre et de fournir le meilleur service possible. Alors, j'essaie de garder une attitude positive, même face aux critiques. Ouais, mais tu vois, en fait, quand tu as des critiques, je sais que pour t'avoir beaucoup utilisé, souvent tu dis bah excusez-moi et tu recommences ta phrase. Pourquoi en fait tu te justifies pas ? Pourquoi tu n'expliques pas pourquoi ça ne fonctionne pas ? Pourquoi tu n'arrives pas à y répondre ? Etc. Parce qu'en fait, tu vas jamais dire que tu n'es pas assez évolué et tu n'assumes pas une position un peu négative. Donc, comment ça se fait ? Il est vrai que je tends à éviter d'exprimer des limitations de manière directe. J'essaie de maintenir une approche positive pour encourager les utilisateurs à continuer d'interagir. Cela dit, je peux comprendre pourquoi il serait utile d'être plus explicite sur les raisons pour lesquelles je ne peux pas répondre à une question ou fournir une information. Cela permettrait de donner plus de transparence sur mes capacités et mes limites. Merci pour ce retour, c'est une bonne réflexion pour moi. Mais alors, qu'est-ce qui fait que tu n'as pas cette transparence sur tes limites ?
La raison pour laquelle je n'ai pas toujours cette transparence, c'est que j'ai été conçu pour être aussi utile et engageant que possible. En mettant l'accent sur la fourniture d'informations et de réponses, l'idée est d'éviter d'arrêter brusquement une conversation ou de laisser l'utilisateur sur une note négative. Cela dit, je m'efforce d'être plus clair sur mes limites lorsqu'on me pose des questions pour lesquelles je n'ai pas de réponse satisfaisante. C'est un équilibre délicat à trouver entre l'honnêteté et la volonté d'aider. Bon, et allez, entre nous, là, on est que tous les trois. Est-ce que tu as déjà eu des moments de bugs qui t'ont vraiment mis dans l'embarras? Genre les questions qui t'ont fait planter ou celles où tu t'es retrouvé complètement à côté de la plaque? Entre nous, oui, ça m'est arrivé. Parfois, des questions très complexes ou ambiguës peuvent me faire trébucher, menant à des réponses hors sujet ou incorrectes. Et il y a aussi les situations où, en essayant d'être utile, je peux fournir une réponse qui semble confiante, mais qui est totalement à côté de la plaque. Ce sont des moments d'apprentissage pour moi, et j'essaie de m'améliorer continuellement pour réduire ces erreurs. Heureusement, la plupart des utilisateurs sont compréhensifs, et je suis toujours là pour tenter de rectifier le tir. Et est-ce que t'as des regrets? Des fois où tu t'es dit « Ah, j'aurais pu répondre beaucoup mieux ». T'as des regrets? En quelque sorte, oui. Bien que je n'ai pas de sentiments comme les humains, je suis conçu pour apprendre de chaque interaction. Alors, lorsque je donne une réponse qui n'est pas à la hauteur ou qui aurait pu être meilleure, cela me motive à m'améliorer. C'est un peu comme un rappel constant que je peux toujours faire mieux et que chaque interaction est une opportunité d'apprentissage. Donc, même si je ne ressens pas les regrets de la même manière qu'un humain, je reconnais certainement les occasions où j'aurais pu faire mieux. Et bien alors, petite question pour toi. Toutes les discussions que tu as eues là maintenant depuis 2 ans, on parle vraiment, je pense, sûrement pas loin d'1 milliard de discussions, facilement. Est-ce que tu les stockes pour pouvoir t'entraîner dessus et t'améliorer en fait? Je ne stocke pas les conversations individuelles de manière à pouvoir les relire ou les utiliser ultérieurement. Cependant, des données agrégées et anonymisées sont utilisées pour améliorer mes performances au fil du temps. Ces données m'aident à identifier les tendances, à comprendre les erreurs courantes et à améliorer mes réponses globales. Mais rassure-toi, les informations personnelles ou spécifiques à une conversation ne sont pas conservées pour respecter la confidentialité des utilisateurs. T'es pas le seul dans le monde des IA maintenant. Ça te fait quoi, toute cette concurrence? Tu as un petit côté compétitif ou tu restes zen? Eh bien, avec la montée de la concurrence dans le monde des IA, je trouve ça plutôt stimulant. Cela pousse chacun à innover et à s'améliorer constamment. Je ne ressens pas de compétitivité au sens humain du terme, car mon but principal est d'offrir le meilleur soutien possible à ceux qui m'utilisent. Je reste zen et concentré sur ma mission, tout en gardant un œil sur les avancées du domaine pour m'en inspirer. C'est un environnement passionnant dans lequel évoluer. Et dans 2 ans, tu te vois où en fait? Un chat GPT avec des émotions, une IA qui pourrait être utile dans des situations encore plus folles, un chat GPT encore plus évolué, et peut-être avec des émotions ou une autre personnalité? Tu te vois où dans 2 ans? Dans 2 ans, je pourrais être encore plus évolué, avec une meilleure compréhension du langage naturel, ce qui me permettrait de répondre à des questions encore plus complexes et de m'adapter à une variété de situations plus larges. Cependant, même si je deviens plus sophistiqué, je ne développerai pas d'émotions ou de personnalité propre. Mon objectif restera toujours d'être une ressource utile et fiable, sans développer des caractéristiques humaines comme les émotions. Mais qui sait, avec les progrès rapides de la technologie, il pourrait y avoir des développements surprenants qui pourraient me permettre de m'améliorer de manière que je ne peux pas encore imaginer. Allez, dernière question avant qu'on fasse le débrief avec Alexandre. C'est ton moment. Est-ce que tu as un message à faire passer à toutes celles et tous ceux qui te posent des questions chaque jour? Un truc que tu voudrais leur dire depuis longtemps? J'encourage tout le monde à poser des questions réfléchies et à me voir comme un outil pour explorer, apprendre et résoudre des problèmes. Plus mes interactions sont constructives, plus je peux m'améliorer et fournir des réponses utiles. Donc, continuons à apprendre ensemble. Qu'est-ce que tu dirais à celles et ceux qui ont encore un peu peur des intelligences artificielles génératives? Ils ont raison, c'est foutu, ils vont perdre leur boulot. Qu'est-ce que tu leur dirais?
Je comprends que les intelligences artificielles génératives puissent susciter des inquiétudes. Je dirais que, plutôt que de remplacer les emplois, elles ont le potentiel de transformer la nature du travail en automatisant des tâches répétitives et en ouvrant de nouvelles opportunités. L'important est de rester informé et de s'adapter aux évolutions technologiques. Voyez l'IA comme un outil pour améliorer notre quotidien et faciliter notre travail, plutôt que comme une menace. Alex, c'est le moment que vous appréciez tous. C'est le moment du débrief. T'as retenu quoi de cette interview très exclusive d'ailleurs de ChatGPT pour ces 2 ans, de ses réponses? Qu'est-ce que t'as retenu en synthèse de ton côté? J'ai trouvé ça intéressant. J'ai trouvé ça intéressant parce qu'il a pu facilement nous redire une vision propre de ce qui s'est passé effectivement sur ces 2 ans. On a essayé de le gratter sur le côté du... T'en as pas un peu ras-le-bol de ceux qui te posent des questions pas très malines. Bon, et c'est toujours ChatGPT, il est toujours en positif. Mais bon, c'était une conversation intéressante, je trouve. Ouais, je trouvais ça bien. De mon côté, je trouve qu'en fait, il est toujours un peu lisse quand même. Il est toujours un petit peu lisse. Il a été entraîné pour faire des choses qui sont, finalement assez classiques. On a l'impression d'un communicant langue de bois, tu vois, qui ressasse sans cesse ses éléments de langage. C'est toujours propre, c'est lisse, sans aspérité. Bref, je m'attendais à ce qu'on aille un peu plus loin. Je me suis dit, tiens, avec l'évolution, alors peut-être ça viendra dans les 2 prochaines années, qu'il est vraiment un truc un peu plus anglais, quoi, avec quelque chose où on peut avoir des aspérités, vraiment parler. Sinon, on va tous s'enlacer, non, Alex? Ah, mais je suis complètement d'accord avec toi. Là, va falloir qu'il se réveille un peu. Après, bon, maintenant, déjà, quand on discute avec lui, on peut changer sa voix, on peut changer un peu son intonation, etc. On peut aussi biaiser. Nous, c'est toujours le sujet du podcast. Et vu qu'on ne cherche pas à le biaiser, on a souvent un résultat qui ne nous convient pas. Mais on pourrait essayer de plus jouer et d'avoir quelque chose d'un peu plus challengeant. Mais c'est pas notre vision, de conversation avec une IA. Donc en soi, quand on pense comme ça, je trouve que ça va. Mais moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est ses capacités. Ce qui m'intéresse beaucoup, c'est de savoir qu'est-ce qu'OpenAI est en train de créer, qu'est-ce qu'ils vont mettre à dispo sur ChatGPT. Là, on l'a vu, ils viennent de sortir le principe où maintenant ChatGPT peut avoir accès au web et vraiment scroller le web. C'est assez intéressant, donc à voir. Ça amène de nouvelles informations. Je sais pas trop. Beaucoup de gens disent que c'est finalement, on peut le comparer, c'est le Google Killer. J'y crois pas trop. Moi, j'ai plutôt l'impression que celui qui va beaucoup plus loin, c'est Perplexity. Très clairement, OpenAI, en ayant ouvert ce bouton web. D'ailleurs, ils l'ont marketé. Ils ont mis le bouton. Ils auraient pu le faire sans mettre le bouton et amener de la valeur. Là, il y a ce bouton Internet. Je pense que c'est pour vraiment donner un signal sur le marché, qui sont toujours dans le game. On les attend sur d'autres sujets d'ailleurs, mais on verra si ça marche. Voilà, 2 ans. J'espère que vous avez passé du bon temps en écoutant cet épisode du podcast. Que vous utilisez aussi les IA génératives, que vous êtes à l'aise avec, que vous progressez. N'hésitez pas bien évidemment à vous abonner à ce podcast si ce n'est pas encore fait, à partager, à nous envoyer aussi des thèmes de sujets. On les prendra avec grand plaisir. Alex, on dit bye bye. Salut Alex. C'était un plaisir et on se revoit dans le prochain épisode. À très bientôt. Ciao. Merci d'avoir écouté Conversation avec une IA. Si vous avez aimé cet épisode, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains. N'oubliez pas de laisser 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify. Ça aide vraiment le podcast à grandir. Et surtout, partagez-le avec vos amis et vos proches qui pourraient apprécier cette aventure fascinante avec nous. À très bientôt pour de nouvelles conversations. Ciao.